pouvez y aller, Madame Villemin. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Stéphanie Villemin et je représente la majorité présidentielle. Je voulais commencer par remercier le personnel soignant, les médecins, parce qu'ils ont vécu une période extrêmement difficile pendant la période Covid. Mais on voit bien par rapport à la situation actuelle que les hôpitaux et la médecine est encore extrêmement tendus. Et donc qu'il va falloir continuer à finalement être actifs sur le terrain, parce que finalement, nous tous, citoyens, on compte sur vous. Et j'aimerais vraiment vous remercier déjà par rapport à tout ça. Alors pour arriver aux questions qui nous ont été posées, je crois qu'au préalable, il était important pour moi de dire qu'on a en fait un problème d'attractivité du métier, des métiers de médecins, mais également de tous les métiers de la santé. Donc il y a une question auquel il va falloir répondre, qui est celle-ci. Il y a le souci du manque de soignants, manque de médecins, on en a parlé, le numerus clausus, je reviendrai un petit peu plus tard. Le souci également de l'attractivité des territoires, parce que c'est la première question que vous posez sur les inégalités en fonction des médecins sur le territoire. Cette inégalité de répartition, finalement, c'est une contrainte que l'on ne va pas pouvoir gérer, pour moi, avec l'obligation de placer des médecins. C'est-à-dire que ça a été essayé au Canada, et finalement, on se rend compte qu'il y a des contournements qui sont faits, et je ne crois pas forcément, moi, à la contrainte, mais au contraire, au fait de donner un certain nombre d'arguments qui rendent attractif l'hôpital. Alors, l'attractivité, elle vient de quoi? Elle vient évidemment de la rémunération. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire de façon claire. Il y a des efforts déjà qui ont été faits. Durant le précédent quinquennat, il y a eu une augmentation des aides-soignants en début de carrière de 180 € jusqu'à à peu près 500 € pour des sages-femmes. Mais on voit bien, ça ne suffit pas. Donc je pense qu'il faut continuer par rapport à une attractivité qui soit une attractivité finalement pécuniaire. La seconde chose, l'attractivité du territoire. Là, dans les Vosges, on a un plan départemental de santé qui met un certain nombre d'éléments, qui soient l'aide à l'installation, qui soient des aides informatiques, ce genre de choses, qui permettent des aides également pour le conjoint afin de trouver un travail. Et l'attractivité, je dirais, c'est le rôle de toutes et tous. C'est-à-dire que c'est faire en sorte que le territoire soit attractif au niveau de l'emploi, c'est que le territoire soit attractif au niveau des conditions de travail dans l'hôpital, donc c'est l'ambiance également au niveau des salariés. C'est vraiment un travail collectif, et tout le monde, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les élus, que ce soit les citoyens, tout le monde doit rendre en fait un territoire attractif. C'est une façon d'attirer les médecins et d'attirer les talents. On a aussi de l'innovation, la télémédecine. C'est vrai que, on l'a dit, un médecin, il faut 8 ans pour le former. Donc en attendant, il faut trouver des solutions d'urgence. La télémédecine peut être une solution d'urgence, pas pour gérer les urgences, mais une solution d'urgence pour pouvoir répondre à la problématique du manque de médecins. C'est pour des pathologies, je dirais, qui ne sont pas forcément des pathologies lourdes, c'est une solution pour permettre l'accès à la médecine. On a aussi les permanences délocalisées, donc c'est une façon de finalement transférer de façon provisoire des médecins dans des territoires qui ne sont pas dépourvus vers finalement des territoires qui peuvent être un peu en manque de médecins. Donc là aussi, c'est des solutions qui sont des solutions palliatives. Concernant votre question sur les postes vacants de médecins, je crois qu'on est sur cette même logique de collaboration entre la médecine de ville et entre la médecine hospitalière. Il faut arriver à trouver des solutions communes en se parlant, en se réunissant. Je me répète peut-être, mais je crois vraiment en fait à des solutions à trouver de façon locale par rapport à
des choses un petit peu innovantes sur la façon dont on peut travailler ensemble entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Plan de formation massif également par rapport aux soignants. Il y a aujourd'hui un plan massif qui est mis en place par le gouvernement pour des solutions de formation en apprentissage. Donc en fait, ça veut dire que les infirmières, infirmiers, aides-soignantes, aides-soignants vont pouvoir aller dans des formations qui soient de l'apprentissage, donc avec des formations rémunérées. Ça aidera peut-être finalement à trouver des vocations, en tous les cas des personnes qui ne peuvent pas se permettre pendant 2 ans ou 3 ans de ne pas avoir de rémunération, d'avoir par cette solution de l'apprentissage finalement une aide à cette formation. Concernant la partie sur les territoires et l'offre de soins dans les territoires, là aussi, comment donner plus de temps de soins aux médecins? Finalement, en leur alliant des aides. 1 minute, ça passe à une vitesse pas possible. Donc avoir des assistants médicaux pour la partie qui concerne l'offre de soins. Je vais essayer d'aller très vite. Sur la partie donc, des urgences 24 heures sur 24, là aussi, il va falloir trouver des solutions peut-être via le maillage qu'on a Médigarde, entre le SMUR, entre les urgences, et aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près 80% des personnes qui passent par le système des urgences, en fait, qui rentrent chez elles. Donc ça veut dire qu'il y a, on va dire, entre 15 et 20% de personnes qui sont hospitalisées derrière. Donc je pense qu'il y a un espèce de, j'aime pas le mot tri, mais en tous les cas, une plateforme qui devrait être mise en place d'orientation. Et ben voilà. C'est trop court. Question, elle est ramenée. Des choses que vous avez des questions. Il n'y a pas de micro? Sinon, je peux... Ah ben voilà, il a... Je vais quitter tout ça. Vous entendez? On vous entend, oui. Bonjour, monsieur Courtier de Plombières. Je voulais poser la question à l'intervenante précédente, mais je vous la pose à vous et je pense que j'aimerais la poser à chacun des intervenants et des intervenants. Madame Herbe a parlé des EHPAD en termes de mouroirs. C'est pas tout à fait l'image que j'en ai aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais déjà, mais par contre, si on parle d'EHPAD, la question que je voulais poser, c'est par rapport au scandale de Orpea, que tout le monde connaît, des établissements privés donc, qui gèrent par l'intermédiaire de fonds de pension, et la question toute simple, que pensez-vous de faire du profit sur la santé des anciens, et d'une manière générale sur la santé? Alors, vous posez une question directe, je vais vous répondre de façon extrêmement directe. Je pense que la santé n'est pas un domaine sur lequel il faut faire du profit. C'est un service à la personne, c'est ce que l'on doit à nos aînés, par rapport, ne serait-ce que par rapport à une dignité. Donc je serai extrêmement claire là-dessus. Je vais rebondir parce que ça me permet d'aborder le sujet de l'autonomie. Il y a de vrais enjeux sur le mieux vieillir. Et le mieux vieillir, c'est commencer par vieillir chez soi. Vieillir chez soi, c'est pouvoir transformer son logement. Et de ce point de vue-là, il y a Primadapt qui a été mis en place, qui prend en charge 70%, alors c'est tout nouveau, 70% des frais d'installation, de transformation pour pouvoir rester chez soi. Ensuite, il y a un deuxième palier qui est important, à partir du moment où effectivement on ne peut plus rester chez soi, même avec un logement adapté, entre l'EHPAD et entre chez soi, il y a un palier pour moi intermédiaire. Et là aussi, ce n'est pas des EHPAD forcément, mais plus des résidences seniors médicalisées, mais que je ferai financer moi par
de l'État, ou en tous les cas, ça peut être des sociétés d'économie mixte, hein, État, collectivité et autres, parce que justement, il ne faut pas que derrière, ou du privé non lucratif, il ne faut pas qu'on se fasse de l'argent sur nos aînés. Et quand on voit les retraites, quand on voit les coûts qui sont liés sur le fait de passer un mois dans un EHPAD, je veux dire, il y a 80% des gens qui, s'ils n'ont pas d'aide, ne peuvent même pas se le payer. Donc pour moi, c'est extrêmement clair, c'est vraiment quelque chose, c'est aussi quelque chose qui doit être vraiment géré par l'État, parce que, voilà, c'est la 6e branche autonomie, hein, qu'on veut mettre également au niveau de la sécurité sociale, donc ça doit vraiment être géré par l'État pour moi. Pour éviter tous les abus et avoir un service... C'est ce que prévoit votre gouvernement à l'avenir. Parce que vous êtes la majorité présidentielle, donc c'est prévu à l'avenir, dans les nouvelles lois à venir. Alors, effectivement, la Privadac, c'est quelque chose qui est prévu par le gouvernement. Et ensuite, aujourd'hui, d'un point de vue des EHPAD, il y a toute une réflexion globale qui va permettre, plus l'enquête qui est faite, etc., qui va permettre de mettre tout ça à plat. Mais en tous les cas, moi, en tous les cas, je vous donne mon avis personnel sur la question. Alors, vous dites que on ne peut pas toucher à l'année, d'accord. Je dois dire que je fais partie du CA d'un EHPAD. Et la loi Ségur a donné 200 € de plus pour les soignants sur le salaire, ce qui est très bien. Et bien en fait, l'EHPAD a avancé ces 200 € sur le salaire de chacun des soignants. Et l'argent n'a jamais été donné à l'EHPAD, en fait. Ils attendaient que l'ARS donne l'argent pour payer ses salaires, et ils viennent d'apprendre qu'ils ne l'auront pas. 100 000 € sur cet EHPAD, qui sera trouvé donc sur le dos des personnes âgées, parce que l'argent pour les salaires n'arrive pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour 2021, c'est sûr, ça n'arrivera pas. Et pour 2022, on leur a dit, il y a beaucoup de chances que ça n'arrive pas. On leur a demandé de ne pas trop en parler, mais moi j'en parle. Voilà. Et... Alors, je ne peux pas vous répondre sur votre cas précis, mais en tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées, je vais me renseigner pour savoir où ça bloque, parce qu'en fait, est-ce que c'est l'ARS, est-ce que, voilà, et je reviendrai vers vous, mais il n'y a absolument aucune raison, parce que les EHPAD et les établissements sociaux médicaux sont concernés. Donc voilà, je peux pas, comme dit, je ne peux pas vous dire où ça coince, mais en tous les cas, je vais essayer de pouvoir vous apporter cette réponse, parce qu'il n'y a pas de raison que votre établissement ne touche pas. Très rapidement, la dame. Oui, alors moi j'ai juste une question sur le mode de financement de l'hôpital. Aujourd'hui, beaucoup de soignants disent que c'est la T2A qui amène à un écrémage des patients, à une sélection et à ce que les soignants ne puissent plus exercer leur métier correctement. Je ne sais pas si le gouvernement prévoit une éventuelle révision de la T2A, mais moi ma question c'est qu'est-ce que vous pensez de ce système? Est-ce qu'il ne faut pas revoir le modèle de financement pour que les hôpitaux locaux puissent continuer à perdurer? Alors, avant en fait la T2A, on avait des budgets. Alors, avant on avait des budgets globaux qui étaient donnés aux hôpitaux, ça ne marchait pas, et la T2A ne marche pas non plus parce qu'en fait elle est trop stricte et elle ne prévoit pas finalement des cas un peu particuliers qui nécessitent plus de soins et donc qui nécessitent plus d'argent. Je pense que peut-être que le juste milieu, donc une partie en fait de budget de fonctionnement plus un système de T2A mais mieux adapté à la réalité peut peut-être permettre d'avoir effectivement un hôpital qui soit plus équilibré et qui permette le soin aux personnes. Merci. Votre temps a écoulé largement.
Donc vous avez 7 minutes. 7 minutes, 8 thèmes. Ok. Et puis 6 minutes pour les questions. Bref, Donc je vais essayer d'aller vous pouvez y aller. très rapidement sur les thèmes pour après pouvoir élaborer dans les différentes questions. Donc l'inégale répartition de l'offre de soins. La réalité, c'est qu'on a un vrai problème. Le nombre des médecins en France, si on prend les statistiques, c'est 3,3 médecins pour 1000 habitants en France. Hein, si on compte aussi les médecins dans l'hôpital public, c'est 4,1 en Allemagne, donc 20% de différence. On a besoin d'augmenter le nombre de médecins sur le territoire. La transformation faite il y a 2 ans entre numerus clausus et numerus apertus n'a pas fonctionné, clairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de moyens qui a été mis en place aussi pour permettre aux universités de mieux encadrer et d'augmenter leur capacité pour former des étudiants en médecine. Donc déjà, la première solution, ce sera de supprimer le numerus clausus numerus apertus et d'augmenter drastiquement le nombre d'étudiants en médecine. La deuxième solution, ça sera de rendre du temps médical aussi aux médecins. Il y a une lourdeur bureaucratique qui impose aux médecins la réalisation de tâches administratives trop nombreuses, et c'est autant de temps qui les tiennent éloignés, notamment du stéthoscope et de leur métier entre guillemets primaire. Après, il y a l'obligation d'installation dans les territoires sous-dotés, parce qu'aujourd'hui, on a une certaine réalité, c'est le coût des études de médecine, c'est le manque aussi de médecins sur le territoire, et donc le besoin à la fin des études de médecine de leur demander d'être 2, 3, 4 ans dans des territoires sous-dotés, c'est le conventionnement sélectif. Concernant les postes vacants des médecins infirmiers et aides-soignants en hôpital public, il y a plusieurs mesures. Déjà, se rendre compte que les soignants ont perdu le sens du travail, tout simplement parce que l'humain n'est plus au centre du métier du fait de certaines directives nationales, et donc on a besoin de le revoir dans sa globalité, tout comme le besoin de revoir la T2A. Ça a montré toutes ses limites dans les actes, car il y a des actes qui sont différents, certains plus chronophages que d'autres, ça ne prend pas non plus en compte l'humain, et toutes les attentions portées aux patients en dehors des soins, elles empêchent certains établissements de se spécialiser dans des actes qui sont peu rémunérateurs. Donc le fait de revenir sur la T2A est aussi nécessaire. Dans les mesures proposées, bien entendu, remettre de l'humain dans les métiers du soin, en remettre du sens, c'est le propos que j'ai tenu tout à l'heure, et ça permettra de redonner aussi du sens au métier de soignant, le rendre plus attractif. Une autre solution, c'est l'aide de l'aide aux conjoints pour trouver du travail. Il y a un certain nombre de médecins, de personnels soignants, d'infirmières qui ne veulent pas venir dans certains territoires tout simplement parce que leurs conjoints n'ont pas de travail non plus. Et on avait d'ailleurs une médecin à Saint-Maurice-sur-Moselle qui est repartie à Metz parce que son conjoint avait trouvé du travail à Metz, et c'était l'unique raison, sinon le territoire lui plaisait, elle serait restée avec plaisir. Et donc dans les mesures proposées aussi, investir davantage dans les facultés de médecine, c'est une urgence vitale. Dans la prise en charge des urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aujourd'hui on compte plus de 20% des services d'urgence en France qui sont contraints de limiter leur activité, et en fait la crise des urgences elle est consubstantielle à la pénurie de soignants tant à l'hôpital dans le manque d'effectifs qui entraîne la fermeture temporaire de certains services qu'en ville, puisque les urgences sont parfois le seul moyen pour le patient de voir un médecin. Doter chaque territoire d'une offre de soins adaptés, en fait, je ne suis pas favorable à l'ONDAM telle qu'elle est aujourd'hui, et donc, quitte à avoir un objectif, alors même que je pense que le terme d'objectif est très mal, est non seulement très mal ciblé, mais aussi très mal perçu, je serais dans ce cas-là plutôt pour avoir un ORDAM, et donc un objectif régional, et que d'ailleurs les RS ne soient plus nationales, et que les RS dépendent des conseils régionaux qui sont quand même plus proches des habitants. Concernant la perte d'autonomie, bon, il faut remarquer que c'est le point noir de ce quinquennat, parce qu'il n'y a aucune, la grande loi qui était prévue sur le grand âge et l'autonomie n'a pas eu lieu. Donc dans les mesures qui vont être nécessaires plus tard, c'est la médicalisation des EHPAD, les médicaliser davantage, 15 EHPAD dans la circonscription, et le gros avantage, c'est qu'on a une représentation à peu près de chaque EHPAD, un EHPAD privé, des EHPAD qui dépendent des CCAS, des EHPAD qui dépendent du service public, et des EHPAD associatifs. J'ai eu l'occasion de les visiter les 15, et donc ce qui a créé d'ailleurs une inégalité de traitement dans le Ségur de la santé, car les EHPAD qui dépendent des CCAS, et donc dont
dont les salariés dépendent de la convention collective de la fonction publique territoriale, n'ont pas eu le droit à ces aides Covid. Et donc, on a une hémorragie d'ailleurs des professionnels de santé qui sont dans la fonction publique territoriale du fait de l'inégalité de traitement qu'il y a. Et l'autre solution, la mesure proposée, c'est assurer aussi le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. Mais pour ça, il faut réussir ce virage domiciliaire et accompagner financièrement les familles et surtout créer un vrai statut et une vraie aide aussi un vrai statut pour toutes ces personnes qui aident à domicile. Concernant la psychiatrie, on a un vrai problème avec la psychiatrie. J'étais intervenu en mars 2021 notamment parce qu'il y a psychiatrie et pédopsychiatrie, sur la possible fermeture des lits. Il faut savoir que dans les Vosges, on a uniquement 7 lits pour de la pédopsychiatrie qui vont être fermés et ramenés à Nancy. Suite à la sollicitation que j'avais de la part des syndicats, j'étais intervenu en interpellant le ministre Véran sur le sujet. On était un certain nombre à l'avoir fait, et donc ces 7 lits ont été maintenus. Seulement on se rend compte que même cette liste, c'est très très faible par rapport à ce qu'il y a besoin, parce qu'en plus de ça, on a une crise Covid qui est passée par là, qui a montré qu'il y avait une augmentation encore plus du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes. Pas de souci. Donc ça, c'est concernant la psychiatrie, donc la nécessité de donner davantage de moyens aux hôpitaux psychiatriques, parce qu'on ne peut pas laisser les malades en fait simplement livrés seuls et sans suivi médical. Concernant le financement de la branche maladie et les rapports avec les complémentaires, juste 2 chiffres, 1,5 milliard d'euros de déficit de la branche maladie en 2019, 26 milliards en 2021. En fait, la réalité, c'est que pour assurer le financement pérenne de l'assurance maladie, il n'y a qu'une solution en fait, qui est à la hauteur des enjeux, qui est le plein emploi, parce que les recettes de la sécurité sociale sont assises aussi sur le travail via les prélèvements obligatoires. Donc on a besoin, bien entendu, et en fait ça va de soi, la lutte contre le chômage contribue aussi à lutter contre le déficit de l'assurance maladie. Après il y a plein d'autres choses, dont notamment certains points qui sont mis en place par le PETR ici avec le sport santé, et le fait de faire du sport qui contribue aussi à moins de médecins. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Nous passons aux questions pendant 6 minutes sur l'arène. Qui commence? Est-ce que vous ne croyez pas... Bon, attendez, il y a le micro qui arrive, madame. Donc, je crois que je n'en ai pas besoin. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que l'hôpital est mangé par l'administratif et par le financier? Est-ce qu'il ne faudrait pas une grande réforme de l'hôpital, redonnant pouvoir au personnel médical général et diminuant le rôle administratif de l'ARS? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le rôle administratif de l'ARS, le rôle administratif du directeur de l'hôpital et le rôle des soignants. Techniquement, les soignants sont aussi au conseil d'administration, au conseil de surveillance de l'hôpital. Prenons un exemple qui s'est passé il y a peu de temps à l'hôpital de Remiremont. Demain, vous laissez justement un plus gros pouvoir de décision au niveau des médecins, du personnel soignant. Quand vous avez une problématique qui est de dire on n'a que 3 blocs opératoires qui marchent, qu'est-ce qu'on privilégie? L'orthopédie, la traumato, la digestive ou d'autres opérations. Vous avez à ce moment-là des médecins qui ont aussi besoin d'activités qui sont, entre guillemets, en querelle interne pour savoir. Donc le fait d'avoir un directeur qui soit présent aussi pour arbitrer, c'est plutôt une bonne chose. Donc on ne peut pas laisser, et après toute la partie administrative, comme vous appelez, c'est aussi une partie financière et une partie ressources humaines qui ne sont pas du domaine primaire du médecin. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec les médecins, vous savez, l'hôpital de Remiremont, j'y ai passé plus de 40 heures. 2 heures pour chaque étage, chaque service de l'hôpital. J'ai rencontré 172 personnels soignants de l'hôpital, que ce soit ASH, aides-soignants, médecins ou experts ou ce que vous voulez. Ils ne demandent pas, eux, à s'occuper ils demandent pas à s'occuper de la gestion de l'hôpital, ils demandent à ce qu'on leur laisse faire leur travail tranquillement et au contraire à s'occuper le moins possible d'administratif. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans les mesures proposées, relaisser plus de temps de médecins
de travail médical, entre guillemets, à tous ces médecins qui, en fait, en perdent énormément en tâches administratives. Donc, leur en demander encore plus, je ne suis pas certain, si, en fait, je suis certain que c'est parce que... Il ne faut pas penser qu'aux médecins, parce que les infirmières... Non, je parle médecins, infirmiers. Vous savez, quand vous discutez avec... j'étais au service des urgences à la demande des aides-soignantes et des infirmiers il y a 4 jours, où j'ai demandé au directeur de l'hôpital de venir avec moi. Les infirmières m'avaient demandé plutôt pour faire un médiateur, mais pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Elles étaient extrêmement contentes de savoir qu'elle allait avoir une cadre infirmière qui allait revenir, parce qu'elles avaient justement besoin d'une personne qui puisse s'occuper de ce travail-là, parce qu'elle, infirmière, aide-soignante, nous, notre rôle, c'est pas ça. Nous, on veut faire notre métier, on veut faire ce pourquoi on a fait nos études. Pas faire du temps administratif. Donc, quand je parle de médecin, j'ai été relativement global dans le personnel médical et paramédical, mais il en va exactement de même pour les aides-soignantes et les infirmières. Question là. Je voulais juste citer l'expérience pilote dont j'ai eu connaissance, qui a lieu à Valenciennes dans le Nord, où ils ont changé le mode de gestion de l'hôpital avec plus de participation des soignants, réduction du personnel administratif à 5% contre 30%, et ils sont en excédent de budget, ce qui prouve l'efficacité. Ma question, c'est pourquoi on n'étend pas cette expérience aux autres établissements? Déjà, je ne connais pas du tout la situation de l'hôpital de Valenciennes, donc pourtant, la députée de Valenciennes fait partie de mon groupe parlementaire, Béatrice Descamps. Donc pour le coup, je l'ai encore ce matin au téléphone, donc ce sera intéressant et je ne manquerai pas d'en discuter avec elle. Dès lors qu'il y a des bonnes idées, vous savez, hein, c'est ça le fait d'être dans ma position et d'être plutôt très pragmatique. Dès l'instant où il y a une bonne idée, moi je suis complètement d'avis pour la prendre. Après, à comprendre aussi qu'on est dans le cadre d'une élection législative et que ce n'est pas tout à fait le rôle du député. D'ailleurs, c'est que depuis 6 mois, 1 an, qu'on a l'autorisation d'être dans les conseils de surveillance des hôpitaux, parce qu'avant ça, on n'en avait même pas l'autorisation en tant qu'élu. Mais en effet, après, dès l'instant où il y a des bonnes idées qui sont faites au niveau national, il faut les prendre. Après, moi, je vous parle d'une expérience que j'ai avec le personnel soignant médical de l'hôpital de Remiremont. Lui, nous, on ne demande pas forcément ça, avoir plus de temps administratif. Après, forcément, être associé aux décisions de gestion, encore une fois, c'est déjà le cas. Il y a et des représentants syndicaux qui représentent le personnel et des représentants du corps médical. Donc, ils sont déjà associés. Après, le faire différemment et regarder par rapport au personnel administratif, ça peut être une bonne solution. Il faut regarder comment c'est fait à l'ancienne et comment ça peut se transposer sur le territoire. Il reste 1 minute. Il y a une question. Moi, je vais poser une question, Christophe. Je voulais savoir simplement, une question, c'est quelle est la première mesure que vous demanderez au gouvernement pour faire en sorte que l'hôpital s'en sorte? Pour moi, la première mesure, c'est la suppression du numerus clausus. La suppression du numerus apertus, c'est d'augmenter drastiquement le nombre de médecins en fac de médecine et surtout de donner aux facs de médecine les moyens de les former. Parce que le problème, il est là, c'est que cette transformation, elle est très belle sur le papier, mais comme on n'a pas donné les moyens aux universités de le faire, eh ben, finalement, ça ne sert à rien du tout. Donc, première mesure, ce serait typiquement ça. Parce que toute la problématique qu'on a, quand on ferme des lits, c'est pas qu'il nous manque des moyens, c'est qu'il nous manque du personnel pour s'en occuper et pour équiper ce qu'on appelle, pour équiper ces lits-là. Merci, monsieur Nejda. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marina Collin-Duparc. Je représente les couleurs des Patriotes. Alors, pour ce soir, pour ce débat, on avait 9 questions. Pour la première question, remédier aux inégalités de répartition des professionnels de santé sur le territoire national. Mais effectivement, comme vous le savez, nous manquons de médecins. Et pour pallier à ce manque de médecins, effectivement, le numerus clausus, la suppression n'a pas suffi à pouvoir élargir le recrutement des médecins. Et il est important, effectivement, d'investir dans tout ce qui est faculté de médecine, les écoles d'aide-soignantes et des IFSI également.
Parce que automatiquement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas eu de moyens pour agrandir cette école et on ne pouvait pas accueillir correctement du coup ces élèves sur le plan sécuritaire. Et bien sûr, ce qui est important, c'est l'accès aux soins pour tous et partout en France. Et ce que j'ai pu noter aussi en faisant mes recherches et en parlant beaucoup avec des personnes de la santé, c'est la plateforme Parcoursup. Alors apparemment, cette plateforme a beaucoup limité en fait, le recrutement des élèves parce que c'est trié. Et du coup, ça ne donne pas la chance à tout le monde. Et du coup, on a moins d'élèves qui puissent rentrer dans les facultés de médecine, ici ou d'aide-soignant. Enfin, pour l'instant, l'aide-soignante, c'est pas dans le Parcoursup. Ensuite, pour combler les postes vacants de médecins, infirmiers ou aides-soignants à l'hôpital public, déjà, ce qu'il faut faire à l'heure d'aujourd'hui, c'est réintégrer les soignants suspendus immédiatement. Ça répondra déjà à la demande. Mettre en place également l'apprentissage au niveau des aides-soignantes et des infirmiers. Bon, c'est déjà le cas ici dans le Grand Est, hein. Ça se fait sur Metz et en Alsace. Et autre chose, il faudrait aussi, je pense, au niveau du recrutement, mettre en place un forum de l'emploi via les centres hospitaliers, Pôle emploi et les centres hospitaliers pour mettre en place des recrutements. Et ce qui est important aussi, pour avoir des médecins, même en milieu hospitalier, lors de leurs études, il faudrait aussi proposer une signature d'un contrat d'engagement de 5 ans à ces internes. C'est-à-dire qu'ils intègrent un hôpital, comme ici, ils intègrent un hôpital de Remiremont, c'est de leur faire signer un contrat d'engagement, comme ça on aurait déjà des médecins qui seraient déjà plus présents sur l'hôpital. Ça pourrait être une solution. Bien sûr, assouplir, bien entendu, les conditions de travail au niveau de l'hôpital public. Ce qui pose aussi beaucoup de problèmes dans le public, c'est le salaire. Ça serait réévaluer les salaires. Donc, quand on dit réévaluer les salaires, il faudra aussi revoir déjà la T2A et puis remettre certainement la dotation globale en complément de la T2A, ce qui pourrait faciliter les investissements. Et bien sûr, à long terme, certainement revoir le statut de l'hôpital. Ensuite, concernant le territoire, l'offre de soins répondant aux besoins de la population, ce qui est intéressant, ce sont les maisons de santé sur le territoire, parce que ça permet à des territoires, même en milieu rural, d'apporter plusieurs spécialités et plusieurs spécialistes. Donc ça s'est vu déjà sur les territoires ici dans les Vosges. Renforcer l'offre hospitalière de proximité. Et bien sûr, dans les hôpitaux, rouvrir des spécialités à l'hôpital, par exemple l'ophtalmologie et la dermatologie et d'autres spécialités qui pourraient aider à combler ce manque de spécialistes. Alors, pour ce qui concerne les urgences, il faut savoir que pour veiller à des effectifs à minima, il faut un infirmier, une aide-soignante, un agent des services hospitaliers et un médecin pour assurer la sécurité et la prise en charge donc, des patients pour leur apporter des soins de qualité. Alors pour que ça se passe au mieux, il faut qu'il y ait du personnel, on est bien d'accord. Et les urgences, s'il n'y a pas assez de personnel, ils ne peuvent pas assurer du coup des soins d'urgence. C'est ce qui est arrivé à Remiremont ces derniers temps. Comme ils n'avaient pas suffisamment de personnel, ils ne pouvaient pas assurer la sécurité des patients, donc du coup c'est pour ça qu'ils ont dû aussi fermer. Donc d'autre part, il faut savoir aussi que maintenant, tout ce qui est acte de radiologie dans la plupart des centres hospitaliers, ils passent par des cabinets privés, parce qu'ils n'ont plus du tout... comment dire ? Il n'y a plus du tout ces actes de soins qui sont faits ils n'ont plus assez de médecins, donc ils ne peuvent plus du tout donner des résultats en temps en heure pour pallier le diagnostic. Donc effectivement, il y a toujours ce problème de personnel. Donc il faut aussi former les personnels aux urgences parce que c'est un service spécifique. En ce qui concerne donc, le financement permettant de remplir la mission et de renouveler ces équipements à l'hôpital public,
il faut déjà effectivement revoir au niveau de la T2A et la compléter avec la dotation globale, ce qui permettra effectivement de revoir les investissements et puis tout ce qui réfère des frais de fonctionnement. Il vous reste 1 minute. Oui. En ce qui concerne la prise en charge en psychiatrie, effectivement, c'est ce domaine-là qu'il faut vraiment investir, parce que nous manquons beaucoup de médecins et on en manque beaucoup plus qu'au niveau des médecins généralistes. Et c'est un point, la psychiatrie, c'est une spécialité très importante et comme l'a évoqué M. Migelen bien avant moi, nous sommes passés par une crise sanitaire qui a vraiment bouleversé notre quotidien et aujourd'hui nous sommes en besoin de psychiatres, de psychologues pour nos jeunes et puis pour toute la population parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse actuellement psychologique et on a vraiment besoin de pouvoir pallier à ce manque. Et d'autre part, pour pouvoir pallier à ce manque, il faudrait déjà qu'il y ait une prise en charge financière en secteur 1, que ce ne soit pas du dépassement, que ce soit conventionné sécurité sociale. Revoir la nomenclature de la sécurité sociale pour la prise en charge, puisque comme vous le savez, un psychiatre est pris en charge, un psychologue non, n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Votre temps a été coulé. Oui. Merci. Question. Oui, c'est moi. Vous avez parlé de revoir le statut de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez donner des explications? Eh bien, comme vous le constatez, à l'hôpital public, c'est hiérarchique. Hein, donc ça démarre par la direction, ça redescend. Et c'est sur ce point de vue-là que je parle de revoir le statut hospitalier, enfin le statut de l'hôpital public. C'est que les soignants soient un peu moins brisés, qu'il y ait un peu moins de lourdeur administrative aussi, parce qu'on sent qu'ils ne peuvent pas travailler librement pour exercer leur métier correctement. Et puis à assurer correctement la prise en charge des soins auprès des patients. Oui, merci. Alors, je voudrais savoir un petit peu, quand vous avez parlé tout à l'heure d'engagement pour 5 ans. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement dans les villes et les villages, beaucoup de municipalités font le nécessaire pour créer des maisons médicalisées, pour créer vraiment 400 médecins, une population de temps. Mais comment comptez-vous vous y prendre pour fidéliser ces médecins pendant 5 ans? Alors après, je sais que pour fidéliser ces médecins, déjà leur apporter, quand on sort après 9 ans de médecine, ce qui est important, c'est d'intégrer un poste. Donc effectivement, pour fidéliser ces personnes, l'engagement, c'est déjà quelque chose qui peut les encourager et puis les motiver. Et pour les encourager dans ce sens, pour ces 5 ans, ce qui serait intéressant par rapport à cet engagement, c'est comme c'est en milieu hospitalier, c'est qu'ils travaillent dans tous les services, je veux dire que ce soit de l'ordre digestif, enfin qu'ils voient un peu tout comment ça se passe. Et puis comme ça, si les services ont besoin du médecin, il pourra assurer une certaine polyvalence. Et ça pourrait être enrichissant sur sa carrière, sur ces 5 années. Après, à l'issue de ces 5 années, effectivement, on pourra rester soit sur l'hôpital ou s'orienter sur un autre projet professionnel qu'il a envie de mener dans l'avenir. Une autre question? Il n'y en a pas, je vous en prie. Vous avez parlé de mettre en valeur les maisons de santé, mais vous n'avez rien dit sur les centres de santé. Les centres de santé, j'explique quand même pour tout le monde, ce sont des structures qui sont portées par les municipalités, des associations ou des mutuelles, et qui permettent de salarier les médecins et les professionnels de santé. C'est un travail d'équipe, c'est le secteur 1 appliqué automatiquement, c'est le tiers payant, et
c'est la prévention aussi également, là, pour les missions. Donc je voulais savoir quelle était votre opinion sur cette question-là. Écoutez, moi je pense que les centres de santé sont complémentaires aux maisons de santé. Je pense que c'est important qu'on puisse développer d'autres établissements sur les territoires où il y a beaucoup d'inégalités en matière de professionnels de santé. Et ça peut être un terrain qui peut être intéressant pour justement combler le nombre de médecins sur les territoires. Et ça peut aussi donner de l'attractivité dans le milieu médical. Pas de questions? Si vous avez d'autres choses à nous dire. Oui, bien sûr. Alors comme je vous l'ai dit, je suis candidate pour la couleur des Patriotes et nous, les Patriotes, ce que nous souhaitons, c'est déjà aussi supprimer les ARS parce qu'on estime que les ARS sont un frein pour le bon fonctionnement des hôpitaux publics. Ils fonctionnent surtout sur le plan comptable et comme vous le savez tous, un hôpital public n'est pas là pour faire de l'argent. Nous traitons de l'humain et aujourd'hui l'humanité n'en a plus parce que avec tout ce qui nous est arrivé les 2 dernières années, ça a vraiment tué l'hôpital et les conditions de travail des soignants qui sont très fatigués, très épuisés aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui sont quand même en arrêt. Et je voulais justement leur accorder mon soutien par rapport à tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, parce que je trouve que si on n'a plus d'hôpitaux publics sur nos territoires, ça sera catastrophique, et notamment quand on voit en ce moment ce qui se passe avec les urgences, c'est un indicateur quand même assez dramatique, parce que si on n'a pas d'urgence pour assurer les soins des patients, ça va être dramatique. Et on risque d'avoir malheureusement des morts parce que les personnes seront obligées de se déplacer beaucoup plus loin et on ne pourra pas assurer justement ces soins. D'accord, votre temps est écoulé. Merci madame. Donc bonsoir à tous, Pierre-François, ceux qui ne me connaissent pas, François le nom, Pierre le prénom, donc conseiller régional, pardon, oui en fait, donc je suis très heureux, merci de m'avoir invité, j'étais déjà là en 2017, c'était juste après la création de l'association, vous aviez créé donc l'ADMAT, donc c'était pour lutter contre la maternité qui était menacée. Et puis bravo, elle est encore là. ça a porté ses fruits, comme quoi la mobilisation paye toujours. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a l'hôpital aussi qui est un petit peu détricoté. Donc on a traversé tous, je pense, surtout le personnel soignant, une crise sanitaire quand même sans précédent, qui a bouleversé notre système de santé, notre système de soins, mais ça a révélé aussi voilà, les problèmes qui étaient déjà sous-jacents. Ça a augmenté la vulnérabilité des patients souffrant de maladies chroniques, de comorbidité. Plusieurs facteurs contribuent à l'écart croissant entre la demande de soins et l'offre de soins, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. L'augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, vieillissement de la population, érosion des personnels soignants à l'hôpital, raréfaction des visites à domicile, disparition des tours de garde, progression des déserts médicaux, voilà. C'est un constat qu'on est obligé de faire aujourd'hui, mais il sera encore plus, ce constat va encore se détériorer, puisqu'il faut prévoir un départ à la retraite de nombre de soignants et de médecins, car un quart des médecins ont plus de 60 ans aujourd'hui. L'urgence des hôpitaux doit prendre en charge une part de plus en plus importante des malades dans les services d'urgence. Cette situation a été aggravée par les politiques menées par Emmanuel Macron depuis 5 ans avec la fermeture de 18 000 lits, une tendance qui a été poursuivie aveuglément pendant cette crise sanitaire. Donc moi j'ai tendance à défendre l'hôpital partout, c'est-à-dire avoir un maillage territorial de l'offre de soins
la meilleure possible. Alors je trouve qu'elle était pas trop mal jusqu'à maintenant, parce qu'on avait l'hôpital de Gérardmer, l'hôpital d'Ormiremont, l'hôpital d'Épinal, plusieurs hôpitaux d'Épinal. En plus, à Épinal, on a des hôpitaux qui sont un hôpital privé en plus. Donc il y a un clivage quand même urbain versus les ruraux, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont dégagés pour les CHRU dans les grandes métropoles, au dépend des hôpitaux dans la ruralité, comme celui d'Ormiremont. Je pense que nous sommes perdants. Nous avons aussi un problème d'optimisation. Je pense qu'on essaye de trier un petit peu les services qu'il y a entre Épinal, Remiremont. Dès qu'il y a un même service, on essaye de le... Parce que j'ai vu que c'était le même hôpital, en fait, il y a le même conseil de surveillance, en fait. Ça a été regroupé, et du coup, il y a une optimisation qui se fait. Je pense qu'on a un petit peu perdu. On fait sinon de la tête. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même des... Bon, bref. Les conseils de surveillance n'ont pas été regroupés et les établissements n'ont pas fusionné. Parce qu'il y a une résistance à la fusion des deux établissements. Bon, bah, c'est tant mieux. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai regardé l'organigramme et j'avais cru quand même comprendre qu'il y avait un directeur adjoint. Il y a une direction commune. Direction commune, voilà. Ok. Bien de préciser. Mais du coup, c'est une mauvaise tendance, effectivement, parce que s'il y a 2 services de cardiologie, on n'en fait plus qu'un, par exemple, à Épinal. Et puis, il y a aussi la notion d'urgence. Quand vous avez un pépin en haut des vallées et qu'on ferme les urgences à Remiremont, ben, vous perdez 20 minutes, vous avez 25 minutes de plus que les autres, c'est une injustice en fait. Le service public, c'est la justice pour tous, c'est le même accès pour tous, donc c'est un peu comme la poste, on va au dernier kilomètre. Et ben, pour les urgences, c'est pareil, je crois que pour les pompiers, une urgence, on dit que c'est 12 minutes ou 15 minutes. Donc il faut qu'il y ait le même temps pour tout le monde en cas d'AVC, de crise cardiaque, choses qui peuvent nous arriver à tous. Et en plus, ça nous permettrait ça crée une inquiétude en fait, le fait de fermer les hôpitaux de proximité. Donc on a des propositions, comme développer la télémédecine sous toutes ses formes, qu'elles soient en téléconsultation, télésoins, téléexpertise, donc c'est pour pallier à les problèmes que je viens d'exposer. On a aussi augmenté le nombre de maisons et de centres de santé pour ouvrir entièrement les besoins de la population et les doter de capacités leur permettant de traiter les petites urgences, voilà, comme des fractures mineures. Donc ça, c'est ce qui serait intéressant pour nos amis les touristes qui viennent, par exemple, skier sur nos belles pentes. Ouvrir un nombre de places suffisantes dans les facultés de médecine, donc là tout le monde en a parlé, pour disposer des médecins dont les Français ont besoin, et résorber les déserts médicaux. Donner plus de place à la prévention, notamment grâce aux visites médicales scolaires qui deviendront systématiques. Et moi j'ai un souvenir, c'était la médecine préventive. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je trouvais que c'était quand même quelque chose qui était rassurant de pouvoir y aller. Ensuite, pour pallier aux postes vacants de médecins, infirmiers et soignants, bon, ben, il y a déjà une proposition qui a été faite. C'est vrai que la priorité pour moi, ce serait de réintégrer les soignants et les médecins qui ont été suspendus. Il vous reste une minute, M. François. D'accord. Alors, dans la défense de l'hôpital de proximité, la seule solution pour prendre en charge les urgences, c'est dans la délai raisonnable, c'est ce que j'ai exposé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on n'a pas de service comme SOS médecins. C'est ce qu'ils ont, par exemple, ça fonctionne très bien dans l'agglomération de Nancy. Voilà, donc on surutilise les urgences, on surutilise le 15. C'est un recours excessif qui provoque un engorgement des services d'urgence qui s'aggrave par le manque de lits en aval. Ça tient pour une part à un défaut de prise en charge par la médecine de ville. Avec plus de 21 millions de passages aux urgences, leur nombre a doublé en 20 ans. Plus de 40% relèvent d'une prise en charge par la médecine de ville. Cette situation met en danger la vie de certains patients, notamment les personnes âgées qui peuvent passer des heures sur un brancard dans un couloir. Merci. On passe aux questions.
question, c'est j'aimerais bien que vous développiez un petit peu la télémédecine. Pardon, oui, j'aimerais bien que vous nous parliez de la télémédecine. Qu'est-ce que vous pensez faire concrètement? Comment vous la voyez? Comment vous l'imaginez? La télémédecine, elle est déjà... Je suis patient, il faut pas dire, je suis patient. J'aime bien les consulter. La télémédecine est déjà mise en place. En réalité, ça fonctionne bien. Par exemple, quand vous avez une maladie chronique, c'est quand même pratique dans les déserts médicaux. Surtout, en plus, c'est quand même bien d'avoir un accès facile, rapide, via Internet. Ouais, bien sûr, c'est limité. C'est tout à fait limité. La télémédecine ne va pas pouvoir faire une opération à cœur ouvert en télémédecine, ça c'est clair et net. Donc ça ne remplacera jamais la médecine de ville pratiquée traditionnellement. Mais ça pallie quand même un problème sur rendez-vous, de rapidité aussi, pour obtenir une ordonnance, quand on connaît bien son praticien. Voilà, c'est ça qui... On va dire que c'est un pansement actuel tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de personnel, les problèmes de médecins dans les déserts médicaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Mais... Bonsoir, je voulais juste faire une petite remarque, c'est que la médecine préventive existe toujours. Elle s'est même rapprochée de nous, puisqu'on n'est plus obligé d'aller à Nancy, mais ça se passe à Épinal, à l'ancienne clinique Saint-Jean, qui fait partie du centre hospitalier d'Épinal. Voilà. Alors, merci pour l'information, mais en tout cas, j'aimerais que ça soit... je pense qu'il faut être plus actif au niveau de la médecine préventive, il faut la redévelopper, refaire quelque chose de plus, comment dire, un petit peu plus, un peu mieux vendu. Voilà. Communiquer un peu mieux sur la médecine préventive, et plus vers les gens. Parce que pour moi, elle n'existait plus, et je leur mis la thèse, donc voilà, à voir en tout cas. Je vous demander comment vous comptez faire pour le financement de la sécurité sociale, puisque j'ai cru comprendre qu'à travers le programme du Rassemblement national, vous allez vous servir des cotisations sociales pour augmenter le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on ne verse plus les cotisations à la sécurité sociale, mais on les passe dans le salaire direct. Or, c'est quand même un salaire différé et mutualisé. Donc ce sera autant de recettes en moins pour la sécurité sociale, qui est déjà en difficulté, de par le nombre d'exonérations, entre autres. Et donc comment allez-vous faire? Nous, on voulait revenir sur l'ancien système pour revenir à un budget sous forme de dotation globale. Pour la sécurité sociale? Pour garantir la qualité des soins. Non, mais pour financer les établissements de soins, je suppose que vous dites ça. Oui. Mais pour financer la sécurité sociale elle-même, dont les cotisations proviennent des salaires, des salariés. Sont prélevées sur les salaires. Il y a la part, ce qu'on appelle la part ouvrière et la part patronale. Oui. Alors j'ai cru comprendre que Mme Le Pen voulait prendre la part ouvrière pour la donner directement en salaire direct aux salariés, et de ce fait, ce sera des recettes en moins pour la sécurité sociale. Non, mais on a un plan global. On a un plan tout à fait global pour la santé. C'est un plan de 20 milliards pour l'hôpital directement pour la santé. Donc je pense pas que... Je pense pas que ça posera un problème au niveau des salaires. On peut aussi augmenter les salaires des... On a un des programmes les plus ambitieux en réalité. D'autres questions? Il vous reste 1 minute si vous avez une idée. Ah, c'est une question?
Non, bah, pour dire qu'on on a un plan global pour l'hôpital public. On comptait vraiment mettre les moyens les plus ambitieux pour résoudre le problème de maillage territorial, de proximité et d'accès aux soins. Voilà, je pense qu'on a la volonté d'enlever l'administratif, un peu comme mes autres collègues candidats. On veut supprimer l'ARS également, qui coûte quand même relativement cher, et on préférerait avoir des médecins, des cardiologues, des professionnels de santé qui soient la tête de l'hôpital public. Voilà, remettre des professionnels au centre des décisions à prendre pour un hôpital qui fonctionne de manière autonome, avec des services qui fonctionnent H24. Voilà, on a un plan très ambitieux, et puis voilà. Merci. Merci à vous. Alors moi je suis Béatrice Pirat, je suis candidate pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et j'ai préparé pour ce soir, pour répondre aux questions qui sont posées, des planches pour permettre de suivre ce que je vais exposer. Donc on est en train de préparer l'installation à l'image. Et ça devrait arriver dans quelques secondes. Parce qu'en fait, je vais vous exposer le programme national de la NUPES, qui intègre bien sûr les éléments de santé, puisque étant un ensemble des partis de gauche, ces éléments concernant la santé sont très importants pour nous. Voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, ce qu'on veut faire passer comme image du côté de l'ensemble des partis de gauche et des écologistes, c'est que la santé doit passer avec l'idée de l'humain d'abord et non la partie financière. Donc il faut reconstruire les établissements publics de santé et notamment les hôpitaux et notamment l'hôpital de Remiremont qui doit être le poumon qui permet de faire toute la cohésion du système de santé dans notre territoire. Il faut donc reconstruire le service public hospitalier. Nous voulons également instaurer le 100% sécurité sociale en remboursant l'ensemble des soins de santé pour permettre de réduire le reste à charge pour les patientes et les patients. Nous voulons, et j'expose ici le programme national qui fait tout son sens quand on parle ici à Remiremont, rouvrir les services d'urgence, que les services d'urgence soient disponibles également la nuit et également pour les urgences pédiatriques. C'est sûr que quand on va, comme moi-même hier soir, à l'hôpital de Remiremont, au service des urgences, et qu'on voit ce téléphone pour les urgences pédiatriques, ça pose question. Donc on veut non seulement rouvrir les services d'urgence, mais également les maternités, les EHPAD publics, puisqu'on on a nos aînés, il faut en prendre soin, il faut leur permettre d'être accueillis dans de bonnes conditions, qu'elles soient matérielles également, pour eux-mêmes, et également financières, avec des prix qui sont raisonnables. Nous voulons également que tous ces services soient accessibles à moins de 30 minutes pour chaque Français, ce qui veut dire ici dans notre territoire qu'on habite à Bussan, qu'on habite à La Bresse, qu'on habite à Cornimont, qu'on habite également à Liezé, on doit avoir le même accès aux soins, tout cela le plus rapidement possible. Nous voulons également sortir du T2A. Alors il est utile de vous dire, parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui, contrairement à moi, sont spécifiques du milieu de la santé, donc la tarification à l'activité, et nous voulons également sortir de la politique du chiffre pour éviter les conflits d'intérêts entre la partie financière et la partie humaine. Et nous arrivons à la page suivante, merci Claude, pour engager un plan pluriannuel de recrutement, mais les autres candidates et candidats, on en parlait ce soir également. Il faut pouvoir recruter, faire également du pré-recrutement, que ce soit pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignants, on a parlé aussi des sages-femmes, et pour également les personnels administratifs. Nous voulons revaloriser les métiers autour de la santé, pour que ces personnels aient des revenus qui leur permettent de vivre, et également d'augmenter les capacités d'accueil des établissements de santé publics, et notamment les hôpitaux. Ensuite, concernant les déserts médicaux, nous voulons actionner tous les leviers, c'est-à-dire créer des centres de santé pluridisciplinaires, publics, embaucher également des médecins salariés pour permettre une meilleure adéquation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale,
Augmenter les moyens des facultés de médecine, même si on sait qu'en augmentant les moyens aujourd'hui, il faudra plus d'une dizaine d'années pour avoir des professionnels de santé. Permettre une véritable suppression, mais on en a déjà parlé ce soir, du numerus clausus. Mobiliser non seulement la médecine libérale, mais aussi la médecine hospitalière. Éventuellement mettre en place des coopératives médicales, faire un conventionnement sélectif pour permettre des contrats entre les communes qui peuvent mettre en place des établissements de santé comme des maisons de santé et les professionnels, avec notamment une obligation temporaire d'installation, etc. Et puis, dernière planche, nous voulons également travailler sur la santé environnementale pour avoir un plan national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éradiquer les maladies chroniques liées à la pollution de l'air, également à la malbouffe, à l'exposition aux pollutions, même si ici dans notre territoire nous sommes moins concernés que dans d'autres régions françaises, mais il y a aussi le risque lié aux pesticides, à la radioactivité, à l'amiante et également aux produits chimiques. Enfin, nous voulons mettre en place une véritable politique pour éradiquer le sida d'ici à 2030 avec un grand plan national de dépistage et de traitement et faire également de la santé mentale. On en a parlé concernant Ravenel avec uniquement Stetli excusez-moi, je ne connais pas les termes, mais merci, pédiopsychiatrie. Je vais boire un petit peu. En renforçant les moyens de ces structures et également développer des structures concernant le handicap psychique. On a vu avec la crise Covid que les maladies psychiques ont pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. Donc, on veut également mettre en place plus de place pour cette filière psychiatrique qui est souvent délaissée. Et enfin, comme je l'ai dit, nous souhaitons remettre l'humain au cœur des programmes de santé. Nous souhaitons également protéger la recherche en santé de la finance pour travailler sur l'humain et au cœur de l'humain. Donc ici, je vous ai présenté le programme national. Il vous reste 1 minute. Voilà. Merci de me donner cette dernière minute pour la déclinaison locale. Parce que pour nous, l'hôpital doit être le poumon au cœur du territoire qui permet de coordonner les différents professionnels de santé et d'avoir un fonctionnement plus homogène avec une coopération entre les professionnels de santé, les organisations syndicales vis-à-vis des usagers pour permettre un fonctionnement maillé sur le territoire et une complémentarité. On ne peut pas avoir une médecine libérale contre une médecine publique. On doit avoir un maillage qui permet un fonctionnement pour les usagers, pour nous permettre à toutes et tous de profiter dans ce pays qu'est la France, d'avoir un système de santé à la hauteur de ce que nous avons toujours connu. Et il me reste 15 secondes. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir invité ce soir et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Cette intervention, manifestez-vous. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots comment vous pensez financer tout ça? Alors effectivement, la question du financement est toujours une bonne question. Tout d'abord, le choix d'orienter les finances publiques sur le système de santé est d'abord un choix politique. C'est-à-dire que à travers le vote du budget de la sécurité sociale, le gouvernement fait le choix de mettre la priorité sur la santé ou sur d'autres sujets. On a su, alors si je prends un exemple relativement récent, on a su débloquer des fonds pour aller intervenir en Ukraine. Bien sûr, c'est louable, hein, étant la partie de gauche, je ne vais pas dire le contraire. Je pense qu'on peut savoir débloquer des fonds pour nos concitoyennes et nos concitoyens pour notre santé. Vous parlez du coup de sortir de la T2A, d'accord, mais on finance comment l'hôpital Alors effectivement, je ne suis pas une professionnelle de la santé, hein, donc je vais répondre avec des mots.
Aujourd'hui, on a des calculs qui sont plus liés à la rentabilité, donc avec des financements liés aux actes. Le but est d'avoir des budgets de fonctionnement qui soient moins liés aux actes. Je pense qu'en termes de médecine, la priorité des médecins est de nous rendre en bonne santé et de ne pas promouvoir des actes et indirectement de promouvoir des maladies et de la mauvaise santé. Donc il y a un côté quand même un peu ambigu sur la tarification aux actes, puisque ça ne promeut pas le maintien en bonne santé et la prévention. D'accord, donc pour vous la solution c'est de revenir à la technique de l'enveloppe globale ou à un autre système, un autre modèle? Alors je n'ai pas la prétention de connaître la solution. Je pense que pour ce type de choses, on a besoin d'une concertation entre les professionnels, comme je disais tout à l'heure, entre les professionnels de santé, les organisations syndicales et les usagers, pour trouver le meilleur optimum en termes de fonctionnement. J'ai une question sur les maladies liées à l'environnement. Comment vous allez faire? Quelles sont les solutions entre déserts médicaux et augmentation de la pollution de l'air? Alors, effectivement... Alors effectivement, on voit l'augmentation des maladies. Si je prends le cas de la pollution de l'air, on estime environ 48 000 personnes qui décèdent tous les ans en France liées au sujet autour de la pollution de l'air. Étant moi-même Europe Écologie Les Verts très sensible au sujet autour de l'environnement, je pense qu'il faut réduire de façon drastique la pollution par tous les moyens disponibles et permettre ainsi aux populations de vivre loin des émanations de gaz toxiques. Alors, je pense à un cas près d'ici par rapport à une usine d'enrobé à Saint-Étienne-les-Remiremont, ici, où la population est relativement préoccupée par les ordres olfactifs et puis les pollutions visuelles. Et je pense qu'il faut rester très vigilant pour garantir que les entreprises et puis les différentes personnes, les différentes entreprises qui peuvent agir par rapport à la pollution restent dans les normes tolérées au niveau de l'Union européenne. Il reste 1 minute et demie. D'autres interventions? Vous en disposez comme Dernière question. J'ai du mal à voir la face parce qu'on a la lumière en pleine face. Donc j'ai vu dans le plan que vous proposez, que vous parliez des centres médicaux psychopédagogiques. Alors je voulais savoir, c'est un domaine dont on parle peu, je voulais savoir si ça fonctionne bien au niveau des CMP. Alors, aujourd'hui, quand je prends mes notes concernant les CMP, ce que je vois, c'est qu'il faut à peu près 2 mois entre le moment où on contacte un CMP et une première rencontre avec un infirmier psychiatrique, qui ensuite fait une évaluation pour une prise en charge et qu'il faut ensuite attendre encore 1 mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin psychiatre. Ce qui fait, si on prend ces chiffres, qu'il faut attendre 3 mois entre le moment où on appelle un CMP et le moment où on est pris en charge par un médecin psychiatre qui sera capable de faire un diagnostic et de définir une prise en charge adaptée à la situation psychiatrique. Quand on voit ça, 3 mois pour une maladie psychiatrique, ça peut être très long. Si je prends ce que je connais autour de moi, puisque mon cousin s'est suicidé il y a 1 mois, je pense que c'est quelque chose qui peut être très lourd et ce temps d'attente est beaucoup trop long. Donc je pense qu'il faut être il faut revenir à des délais raisonnables. Une maladie psychiatrique, parfois c'est quelque chose de tabou dont personne ne parle, que les gens hésitent à faire connaître autour d'eux. Et pourtant, aujourd'hui, quand on entend le nombre de burn-out, le nombre de souffrances au travail, avec la CFDT cette semaine qui me parlait de souffrance au travail, je pense que c'est un vrai sujet. Et effectivement, il est important de traiter la psychiatrie comme les autres secteurs de la médecine et d'avoir des délais qui sont raisonnables pour des traitements qui évitent d'aller vers des solutions irrémédiables.
Votre temps est écoulé, madame. Je vous remercie. Je représente Reconquête, je pense que vous connaissez, c'est le parti de Zemmour. Lors des présidentielles, Zemmour avait déjà une belle parole pour l'hôpital. Déjà dans un premier temps, on est tous d'accord, je pense que tous les autres candidats le seront comme moi, la suppression de l'ARS. On va redonner les compétences, pourquoi pas à la région. Ça fonctionne de l'autre côté, au niveau Alsace. Le préfet, pourquoi pas, mais pour moi, ce serait vraiment la région qui pourrait porter la voix par rapport à l'investissement dans l'hôpital. L'hôpital, c'est quoi? L'hôpital, c'est les soins. Les soins pour qui? Pour nous. Et nous cotisons tous pour ces soins. On fonctionne sur nos salaires, une petite ligne, assurance maladie. L'assurance maladie, elle est là pour faire fonctionner les hôpitaux. Donc je parle bien de fonctionnement. L'État, quant à lui, il est plutôt là pour les investissements. Donc déjà, cette voix sera portée au niveau du Parlement. L'argent fonctionner sur les salaires pour le fonctionnement et le reste, c'est l'État pour les investissements. Donc déjà, dans un premier temps, ça réglera une petite partie de situation. Ça ne réglera pas tout parce que derrière, on a vraiment besoin d'une cohérence. Mais une cohérence sur tous les secteurs des soins. L'hôpital, on a besoin peut-être de décharger par rapport aux urgences via les médecins. Alors vous me direz que les médecins sont difficiles à trouver. Projet de loi qui a été abandonné en 2015, obligeant les médecins, jeunes médecins, à s'installer dans les zones désertes médicaux. Cette loi, il faudra la remettre à jour pour obliger les médecins, les jeunes médecins qui sont financés par nos impôts, près de 180 000 € pour un médecin qui fait ses études en 9 ans, un peu plus pour les spécialisations, cet argent vient de notre porte-monnaie. Donc nous, en tant que ruralité, on attend un retour sur investissement. On vous a permis de faire des études de médecine, derrière on attend que vous reveniez chez nous pour soigner vos malades. C'est un fait, c'est pour moi important. Donc, si on met ce projet de loi, on arrivera effectivement à voir les médecins. Vent debout, les médecins avaient refusé en 2015 cette action. Aujourd'hui, on pourrait proposer à ces jeunes médecins de venir au moins 2 ou 3 ans dans nos contrées un petit peu abandonnées pour leur permettre après de partir ailleurs s'ils le souhaitaient. Donc on aurait une rotation avec de jeunes médecins qui permettrait d'avoir les soins à proximité. Ces médecins, il faudrait, avec l'accord des hôpitaux, leur permettre aussi de faire les petits actes chirurgicaux, les sutures. Moi, je me rappelle, mon médecin de campagne, il était capable de faire les sutures. Aujourd'hui, il en est encore, puisque c'est la formation initiale qui lui permet de le faire. Et les gardes. Pour décharger les hôpitaux, si on fait venir des médecins, si on les oblige effectivement à s'installer, la garde sera obligatoire aussi. Ça vient du programme Zemmour. On en a déjà parlé pendant les présidentielles. On souhaite que ce soit remis en place. Et on portera cette loi au Parlement. Donc l'hôpital, les médecins. Moi, je me rappelle, on a aussi les pharmaciens. Les pharmaciens qu'on a quand même mis à contribution pendant le Covid. Tiens, comme par hasard, on pouvait les utiliser pour vacciner. Là aussi, toujours en accord avec les hôpitaux, les médecins et les pharmaciens, qui sont prêts aujourd'hui à peut-être faire de petites ordonnances, toujours cadrées effectivement avec des médecins qui donneraient effectivement l'autorisation de petites médicamentations qui limiteraient l'engorgement dans les cabinets de médecins, l'engorgement dans les hôpitaux. On a aussi les infirmières, il ne faut pas les oublier, les infirmières libérales, qui elles aussi, à leur niveau, ont des compétences sur lesquelles on pourrait décharger. Financièrement, il faudrait aussi les aider, parce que malheureusement, quand elles prennent leur voiture pour aller chez un patient, chez un autre, elles ne sont pas énormément remboursées. Mais toujours, là on est sur la ponction sur nos salaires. L'assurance maladie. C'est pas fini, l'EHPAD. Pour répondre effectivement à une question qui m'a été posée, les EHPAD, aujourd'hui, quand je parle à une personne âgée, l'EHPAD c'est un mot noir. Il faut casser cette idée.
Quand je parle à une personne, il faut aller en maison de retraite, ah ben non, mais c'est la fin de vie. Donc aujourd'hui, on peut très bien mettre en place, et ça existe, hein, il y en a déjà aussi énormément, des maisons qui vont accueillir un certain nombre de personnes d'un certain âge, mais qui sont encore en autonomie, qui seront assistées par des ADMR, qui en plus seront localisés, 10 patients, enfin 10 clients, peut-être un peu plus, évitant effectivement des kilomètres encore, un seul endroit, un seul lieu de vie, ce qui fera aussi en sorte que les enfants seront sécurisés, leurs parents seront avec d'autres personnes, pas seuls la nuit, parce qu'aujourd'hui les ADMR ne peuvent pas prendre les postes de nuit. De ces maisons qui sont un peu spéciales pour les accueillir, on peut aussi imaginer une autre strate, parce qu'aujourd'hui dans les EHPAD, pas dans tous, je ne veux pas normaliser, mais souvent les gens qui ont encore une autonomie sont mélangés avec des gens qui n'en ont peu ou quasiment pas. Et cette vision d'avenir, ben, ça les démoralise, et donc effectivement, ils sont un petit peu dépressifs. Et donc là, pareil, certains hôpitaux, certains EHPAD... Il vous reste une minute, madame. Certains EHPAD vont pouvoir permettre de mettre en place des strates, avec les fameuses GR, on comprend effectivement qu'il y a un certain niveau, GR7 jusqu'à GR1, avec l'autonomie et la perte totale d'autonomie, de ne pas les mélanger. Pour permettre effectivement à certains endroits d'avoir des soins, et d'autres, des soins, mais pas aussi importants que dans les GR. Et la dernière, c'est la loi Matras, qui a été mise en place, qui au début avait oublié le secteur des ambulances privées, qui aujourd'hui remet cette partie en pause, enfin pas en pause, mais en place, avec un numéro unique pour gérer effectivement les parties vers qui on va envoyer les patients. Est-ce que c'est les hôpitaux? Est-ce que c'est plutôt les EHPAD ou les petits centres de soins? Donc là aussi, on va suivre la loi Matras qui pourra aussi rentrer dans la boucle de soins. Donc voilà, c'est les projets sur lesquels nous, on va se battre. Votre temps est écoulé. Merci. Merci. Il y a 6 minutes de débat maintenant, donc on peut approfondir certains sujets. Ou... Qui se jette à l'eau pour la première question? Moi, je veux bien poser la première question. Alors, vous savez qu'il y a 6 mois, on a eu des gros problèmes, notamment en cardiologie, dû au fait qu'on a, le préfet a décidé de, enfin, c'est pas lui qui a décidé, mais de suivre ce qu'avait dit le gouvernement au sujet des médecins étrangers. Moi, je voudrais bien savoir un petit peu quelle est votre position par rapport aux médecins étrangers qui sont en place actuellement et éventuellement si vous ferez appel pour éventuellement combler un manque flagrant à d'autres médecins étrangers. Il y avait une autre question là-haut, peut-être? Après, d'accord. Alors, je vais déjà effectivement répondre. Les médecins étrangers, bon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Malheureusement, le numerus clausus a limité un certain nombre de médecins qui sont affectés dans des hôpitaux. Donc, déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est une chose qui peut être acceptée ou acceptable ou pas. Donc aujourd'hui, les médecins étrangers, on n'a pas le choix parce que depuis 1975, c'est un choix de l'État de limiter le nombre de médecins. On le subit aujourd'hui, c'est malheureux, rien n'a été fait avant. Maintenant, on va peut-être pouvoir mettre des choses en place. Relever le numerus clausus, même si ça a été plus ou moins supprimé, mais c'est pas supprimé parce que la première année, c'est toujours la grosse limitation à la deuxième année. Donc il y a des choses à faire, mais aujourd'hui, malheureusement, on aura toujours encore besoin de ces médecins étrangers, le temps qu'on forme nos futurs médecins. Je vous rappelle qu'il faut, je pense que vous le savez, entre 9 ans pour un médecin et 12 ans pour une spécialisation. Aujourd'hui, on ne peut pas inventer des médecins qui, pour l'instant, ne sont pas formés. Donc on n'aura pas le choix, pour l'instant, de prendre des médecins étrangers pour combler la pénurie que l'État nous a posée maintenant aujourd'hui. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Partiellement, parce que vous dites qu'on n'a pas le choix, mais quand on aura le choix, qu'est-ce qu'on en fera de ces médecins étrangers?
Oh bah dans 12 ans, de toute façon, on aura peut-être plus de population, puisque la population est vieillissante, la population est en train de grandir, donc on aura besoin encore d'autres médecins. Madame, Bonsoir. Michel, tu veux pas prendre le micro, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai que le micro. À moins que tu parles fort, Elie. Je vais parler. La destination initiale de la démarche, c'était sauver la maternité. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Dans la présentation de vos objectifs, je n'entends absolument pas parler des sages-femmes. Vous savez qu'elles aussi, elles sont à bout de souffle. Beaucoup de sages-femmes fuient l'hôpital pour aller en libéral ou vers d'autres professions. Donc, que comptez-vous faire? Alors, toujours dans le programme de Zemmour, c'est de redonner un poids fort sur la formation. Moi, je fais de la formation, donc je retrouve dans mes formations des infirmières qui arrêtent le métier parce qu'elles n'en peuvent plus. Ce n'est pas le problème, des fois, de la rémunération. C'est de temps en temps aussi le problème de certains patients qui ont un certain comportement envers les assistantes, les aides. Moi, c'est ce que l'on me dit, hein, moi j'écoute, et les horaires. Mais la formation aujourd'hui, plus personne n'a envie. Je pose la question aux jeunes, voulez-vous être sage-femme? Voulez-vous être aide médicale? Voulez-vous être infirmière? Non. Parce que derrière, il y a une connotation de dureté du travail, de salaire qui est mauvaise rémunération. Tout ça, il faut remettre à niveau. Je veux dire, aujourd'hui, j'invite tout le monde à regarder peut-être des vidéos sur les métiers, donner envie à la jeunesse de revenir dans ce métier. C'est un métier de passion. Certains l'ont encore. Mais vu tout ce qu'on entend dans les quotidiens, à la radio, à la télé, ça ne donne plus envie aux jeunes d'aller vers ces métiers de soins. Aujourd'hui, il faudrait casser ces codes. Que comptez-vous faire pour inciter les jeunes à partir dans ces métiers? Ah ben, effectivement, qu'est-ce qu'on incite? On va attendre. Non, on ne va pas attendre, c'est sûr. Mais aujourd'hui, si on leur parle du métier d'une autre façon, pas de la façon dont elles entendent aujourd'hui les informations. Moi, je connais des aides-soignantes qui parlent de leur métier avec passion, qui donneraient envie à des jeunes d'y aller. Et il n'y a pas uniquement la partie publique, parce que souvent elles disent on n'est que dans le public, il y a aussi la partie privée, il y a comment on appelle ça, les EHPAD, où il y a aussi des besoins d'infirmières, d'aides-soignantes. Oui, mais vous ne nous dites pas ce que vous pensez, comment vous allez inciter la jeunesse à partir de ces filières. Il reste 20 secondes pour répondre. Désolé, Jean-Louis, ce sera pour une autre fois. Voilà. Pour le débat. C'est son sujet. Vous avez encore un peu de temps. Encore un peu de temps. La formation, c'est dès le plus jeune âge, donner envie aux jeunes. Si on ne donne pas envie aux jeunes, ils ne viendront pas. Voilà, comment? Merci. Merci. Le candidat suivant.